Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel Office Hour ce matin qui sera dédié du coup à la communication de crise. On est avec Jean-Michel et Patrick qui sont tous les deux associés chez Tilder. Je vais les laisser se présenter. Je commence, c'est moi qui commence. Jean-Michel Salvatore, je suis associé chez Tilder depuis presque un an. Je suis donc consultant après avoir été journaliste pendant 35 ans, dont 25 ans pendant lesquels j'ai dirigé des médias. J'ai été rédacteur en chef d'Europe 1 et du Journal du Dimanche et directeur de rédaction au Figaro, à BFM Business, à bfmtv.com, et j'ai dirigé également la totalité des sites internet du groupe Altis. C'est à ce titre que j'interviens avec vous, et donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions après la présentation de mon camarade Patrick Repère. Bonjour à tous, donc Patrick, je suis chez Tilder depuis un an également, et avant j'ai fait 25 ans dans le groupe SNCF, j'étais directeur général des gares précédemment, c'est-à-dire une business unit de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et avant ça j'étais directeur de la communication du groupe SNCF pendant presque 10 ans. Voilà. Peut-être que j'enchaîne ? Oui, tu peux y aller. Okay. Donc ce matin, je propose de commencer par une petite présentation qui va durer 5, 6, 7 minutes, qui est en fait un bout d'insight pour nourrir nos discussions et vos questions derrière. Est-ce que la présentation, vous la voyez ? Ouais. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, Patrick va donner un peu les grandes lignes du sujet et on répondra à toutes les questions progressivement. Donc, Tilder est une équipe qui accompagne les dirigeants dans leur réflexion stratégique. Vous le savez que la communication de crise, pour être réussie, elle doit être anticipée au maximum. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est à confinement plus 7 jours et on voit déjà de grandes différences d'organisation, de comportement. Et on est convaincu que ces différences-là feront la différence dans quelques mois. Notre credo, c'est qu'il n'y a pas de communication de crise, il n'y a qu'un management de crise. En fait, c'est la façon dont vos entreprises sont dirigées, prennent à bras-le-corps la situation actuelle, qui permet de communiquer et de nourrir vos interactions avec vos différents publics. On est en guerre, c'est ce qu'a déclaré le président de la République il y a une semaine maintenant. Et cette guerre, quand on analyse les principes de l'art de la guerre, alors on a pris Sun Tzu, on aurait pu prendre d'autres, il y a deux éléments majeurs, c'est l'organisation et le commandement. Sur l'organisation, vous avez tous déjà géré votre entrée de crise. On a maintenant à gérer deux choses, le management de la crise et la sortie de crise. Le management, je le reprends de façon plus en détail sur ce slide, c'est un certain nombre d'ingrédients. D'abord, il y a le maintien de l'activité opérationnelle. On a vu aujourd'hui, nos clients ont fait des hiérarchisations, ont fait pour certains des pivots en transformant leur chaîne de production, et c'est un élément important. Il y a un élément clé qui est de gérer ses partenaires, ses sous-traitants, ses fournisseurs. La crise met en cause, en relation, en questionnement tous les enjeux de sous-traitance et de localisation de la sous-traitance. Il est essentiel d'être attentif à tous ces partenaires. Évidemment, dans les enjeux qui concernent plus l'enjeu de la communication, il y a tout ce qui est la capacité à réinventer le contact au client. On voit fleurir des newsletters, on voit fleurir des offres d'abonnement ou des offres de frais de livraison pour là encore pivoter des relations, nourrir des nouvelles relations. Je vais prendre un exemple qui me semble intéressant, c'est celui du Théâtre de la Colline. Alors, il est loin de nous, mais en même temps, le Théâtre de la Colline réinvente sa relation à ses spectateurs en proposant de s'inscrire pour avoir un appel direct des acteurs qui viennent vous clamer des poèmes. Et on voit que là, tout un enjeu de la relation client va être d'avoir beaucoup d'innovation dans la capacité à réinventer le contact, où les contacts ne sont plus possibles. Point également essentiel de tous nos contacts clients, c'est l'organisation des nouveaux rites. Comment est-ce que vous réinventez la relation salarié, la relation managériale, avec une organisation par la vidéoconférence, et on voit que les plateformes explosent en ce moment, et cet enjeu-là est un enjeu important. Et puis, point peut-être plus sensible, mais notre job est de l'évoquer, il y aura dans nos collègues des décès, ou dans nos proches des décès,
Et là encore, notre attention à accompagner cela est absolument majeure et on doit le préparer et l'anticiper. La sortie de crise, ça peut vous paraître tôt, mais en fait, concevoir dès maintenant la sortie de crise, il y a un double enjeu. C'est qu'il va falloir inventer un nouveau paradigme parce qu'on ne sortira pas de la même façon de la crise. Et en tout cas, les conquérants sortiront différents et inventeront ce nouveau paradigme. Puis par ailleurs, dans le management de nos équipes, se préparer et se mettre maintenant à anticiper la sortie, c'est mettre tous nos staffs dans un tunnel où on voit un bout de tunnel à la fin, et c'est essentiel pour construire la confiance managériale demain, être plus fort, pour être capable d'aborder le fait que nos consommateurs se comporteront différemment, mais aussi nos salariés, nos méthodes de travail. Donc il y a tout un enjeu de réinvention demain. L'autre élément que nous apporte Sun Tzu, c'est de réfléchir au commandement. Et sur le commandement, il y a un rôle clair du commandant, et je prends volontairement ce vocabulaire de commandant, c'est on va devoir inventer un nouveau management, à la fois extrêmement attentif aux situations de chacun, et on a beaucoup parlé des situations de nos staffs qui sont soit au travail parce qu'on a besoin d'enjeux opérationnels, soit ils sont en télétravail et ils sont un peu isolés dans une situation compliquée, et donc une attention très forte, combinée avec un côté très directif, parce qu'il faut être très clair sur le job à réaliser et sur à la fois ce pilotage de la période de confinement et de la période de sortie de crise. Et on veut poser 3 questions et 3 enjeux plus forts pour les dirigeants aujourd'hui, qui sont comment on se met au service de la cause et de la collectivité, comment on gère la valeur du temps et comment on prend la reprise. Ces 3 éléments-là, en fait, on a un choix devant nous. Hein. C'est le choix de se refermer sur soi-même pour se sécuriser. Beaucoup sont en train de le faire en ce moment. Ou alors de s'ouvrir et de s'engager pour la société. On sait que s'engager pour la société, ça permettra d'abord, et c'est ça qu'il faut regarder en premier, de souder les salariés avec une vraie fierté d'appartenance. Ne gérez pas d'enjeux de com à ce niveau-là, gérez d'abord vos enjeux de management. Et on voit quand une équipe qu'on accompagne offre des codeurs à la PHP pour travailler des nouvelles applications, travailler de la data vise, en fait, immédiatement, il donne une motivation interne extrêmement forte. Le deuxième point, c'est que le temps est une ressource rare, et soudain, il y a une sorte d'abondance du temps, et donc on a une possibilité de le laisser filer, ou une possibilité d'en tirer parti, et on voit là des clients qui, par exemple, décident, on va former les chauffeurs de taxi à l'anglais en ce moment, ce qui nous permettra d'avoir une longueur d'avance demain. Et puis, on peut travailler à de nouveaux produits, donc il y a beaucoup de structurations différentes qui sont prises par nos clients. Troisième point, c'est de penser la reprise comme étant soit business as usual, là encore, ça va être rassurant pour un grand nombre d'entre nous, soit de dire, on va inventer un nouveau modèle parce que le monde d'après sera un monde nouveau, il aura changé, il y aura donc de nouvelles opportunités. Et c'est un des éléments clés. Tout ça fait que sur les épaules des dirigeants repose un peu ce dogme schumpeterien de la destruction créatrice. En fait, ceux qui auront saisi la période de confinement pour préparer le monde d'après seront ceux qui seront plus forts demain. Et c'est tout l'enjeu qui se repose sur nos épaules, et en management de crise comme en gestion de crise. Si je prends juste un focus pour les patrons de start-up qui sont là, ou le staff de start-up qui sont là, ça veut aussi dire pour vous un petit pivot de passer de patron de start-up à commandant de start-up. Ce n'est pas que de la sémantique, vous le savez tous parfaitement. C'est de saisir l'opportunité de faire en crise tout ce que vous n'avez pas fait avant, ce que vous pouvez faire. Et puis, il y a un enjeu non seulement de nourrir votre equity story, mais votre CEO story. Et elle est absolument essentielle pour renforcer la confiance de vos actionnaires, parce que c'est là-dessus que reposera votre capacité de développement demain. Et tout ça, c'est autant du management de crise que de la communication de crise. Donc voilà un peu ce qu'on voulait avec Jean-Michel partager aujourd'hui pour nourrir vos réactions et vos questions. Moi, j'ai une question pour vous, du coup. Quand on est justement patron de start-up de manière très opérationnelle et qu'on rencontre, on est face à une situation de crise, quelle est la première étape, le premier geste? Il n'y a pas de situation de crise homogène, donc ça dépend de la crise. Nous, on voit des crises de production, des crises de management, il peut y avoir des crises de communication. Tout dépend de la crise pour structurer la réponse que l'on doit présenter. Vous pouvez peut-être compléter, Jean-Michel? Non, moi
Moi, j'aurais envie de dire que face à une crise, la première chose, c'est le sang-froid, évidemment, mais ça, c'est partout pareil, que ce soit dans la com ou dans la vie. C'est le sang-froid, c'est une bonne analyse de la crise, évidemment, pour ensuite essayer de réagir, mais ensuite, il n'y a que des crises. Donc, il est extrêmement difficile, si vous voulez, d'aller au-delà. Très bien. Donc, quelqu'un demandait si le webinaire serait dispo en replay, donc il le sera. On vous enverra le lien et toutes les infos avec la présentation de Patrick et Jean-Michel. Je vous encourage à nous poser toutes vos questions sans langue de bois. Vous pouvez y aller. Je vais vous en reposer une autre. Justement, on parlait de différentes situations de crise. Face à une situation de crise plutôt interne, comment on s'adresse à ces équipes en premier lieu et qu'est-ce qu'on leur dit? Vas-y. En fait, il y a un enjeu, et on l'a indiqué tout à l'heure, il y a un enjeu de rite. C'est-à-dire que dans ces moments-là, il faut réinventer des rites. Et donc, il faut être capable de poser des actions régulières qui vont revenir tous les jours et qui permettront de répondre en direct aux questions. Ça va extrêmement horizontaliser et contribuer à accélérer en fait la digitalisation de la communication qu'on observe et que vous mettez en place, et qui va venir dans tous les groupes aujourd'hui. Et donc, le premier point sur des sujets de communication interne, d'abord, c'est d'être au contact direct, quotidien, le plus directement possible. Moi, j'ajouterais deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une ardente obligation de transparence et de lucidité vis-à-vis des salariés. L'état d'esprit global collectif change du tout au tout quand on bascule dans une crise aussi grave que celle que l'on vit aujourd'hui, à la fois dans ses dimensions sanitaires et dans ses dimensions économiques. Et donc, je pense que les postures qui peuvent être de mise dans une vie à peu près normale et dans des conditions à peu près normales ne sont plus du tout opérantes lorsque on est face à une crise aussi importante, parce que d'une certaine façon, on est un peu tous dans le même bateau. Et donc, ça doit guider la façon de s'adresser aux salariés et de prendre des décisions. Donc, l'obligation de transparence et de lucidité me semble absolument indispensable. Il faut essayer de gommer tout ce qui peut être du calcul et tout ce qui peut être du billard à trois bandes. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il y a évidemment une attitude très importante à avoir vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis également de tous ceux avec qui on travaille à l'extérieur, pour que l'on sente véritablement, si vous voulez, une vraie solidarité entre les uns et les autres. Et du coup, j'en ai les questions commencent à arriver. Donc, quels sont les sujets à communiquer en externe lors de cette période de crise afin d'augmenter la visibilité d'une marque? Donc, grosso modo, comment utiliser cette situation un peu exceptionnelle pour sortir du lot? Alors, moi, là-dessus, je pense qu'il faut la jouer très, très fine. Parce qu'il ne faut surtout pas donner l'impression à l'extérieur d'utiliser la crise pour en profiter d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que, si vous voulez, on parlait pendant la guerre des profiteurs de guerre. Je pense qu'il ne faut surtout pas se retrouver dans cette situation-là par maladresse. C'est-à-dire se dire, ah bah, puisque c'est la crise, ah bah, puisque les journaux parlent d'autres, puisque les journaux finalement sont assez preneurs de certains sujets, on va en profiter pour faire passer nos... Je pense que c'est une erreur, à mon avis, fondamentale, parce qu'elle sera forcément très, très mal jugée et très mal interprétée. Il me semble qu'en termes de communication, quels que soient les médias, que ce soit les médias audiovisuels, que ce soit les médias numériques, ou que ce soit les médias écrits, ce qui va les intéresser, c'est tout ce qui concerne une déclinaison de la crise
une déclinaison à la fois sur les sujets sanitaires ou une déclinaison sur les sujets économiques. Et je pense que c'est là-dessus que les médias peuvent vous attendre et peuvent être attentifs aux initiatives que vous pouvez prendre ici et là. Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut essayer de faire. Le reste passe vraiment après. Merci beaucoup. Dans une entreprise du B2B, est-ce qu'il est nécessaire de communiquer sur les mesures mises en place pour faire face au Covid ou faut-il axer sa communication uniquement sur les outils pour soutenir ses clients face à la crise? Je pense que vous en il faut faire les deux, c'est-à-dire que le point le plus essentiel va être les outils mis en place pour soutenir ses clients, c'est-à-dire les solutions que l'on apporte, et en sous-jacent, redire l'attention que l'on a à nos salariés, à nos clients, et donc les mesures mises en place. Je pense qu'un des points importants dans ces périodes, et donc elle a dit, c'est la notion de responsabilité. Mais cette responsabilité, elle est d'une certaine façon une évidence, et donc il faut juste la poser comme étant, et évidemment, on fait notre job. Et comment on le fait de manière très opérationnelle? Quels sont les outils que vous préconisez? Quand on est en B2B, moi je pense que un des éléments majeurs, c'est de prendre son téléphone et d'appeler. En B2B, on a un nombre de clients limité. Et il est essentiel je le disais tout à l'heure, de réinventer la notion de contact. Et la présence que l'on a auprès des gens dans ces moments-là est essentielle. Et donc, prendre son téléphone et appeler un client industriel, prendre de ses nouvelles, prendre nouvelles de sa famille éventuellement, c'est du bon sens, hein, mais c'est un élément clé dans ces moments-là. Après, quand on est en B2C, c'est une autre nature. Justement, en B2C, qu'est-ce qu'on fait? Justement, pardon? En B2C, comment on s'y prend? En B2C, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui ont trouvé la bonne formule. Je suis sûr que c'est le sujet sur lequel toutes les équipes doivent se creuser les ménages en ce moment. Nous, on accompagne nos clients sur ces enjeux. Je donnais l'exemple du théâtre de la Colline tout à l'heure parce que c'est un exemple évidemment qui n'est pas marchand, mais qui apporte une part de créativité. Et notre capacité à inventer des choses en ce moment-là est absolument majeure. On ne pourra pas toucher tout le monde. On voit qu'on est submergé de newsletters qui nous disent toute la même chose. Donc je ne suis pas sûr que la newsletter, elle fasse la différence. Elle peut avoir un côté un peu obligé dans le système, mais ce n'est pas celle-là qui fera la différence. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est les actes que l'on va poser dans cette période et qui feront la différence demain par ailleurs. Parce que la différence, elle va se jouer demain en sortie dans notre capacité à avoir inventé un nouveau modèle, avoir été innovant et avoir créé de nouvelles relations, de nouveaux contacts avec nos clients. Donc, soyez imaginatifs, faites même des petites choses, ne les revendiquez pas forcément maintenant, comme disait Jean-Michel, parce qu'il ne faut pas, l'opportunisme vous sera renvoyé, mais construisez des choses qui vont nourrir fortement vos marques et vos positionnements dans le temps, en fait. Alors moi, j'ajoute une chose, c'est que je pense qu'il y a aussi une certaine utilité à installer des marqueurs d'initiative qui manifestent finalement la prise en compte de la gravité de la situation par votre boîte. C'est-à-dire qu'il faut que d'une façon assez visible, vous preniez certaines initiatives sans les revendiquer, sans en faire une publicité excessive, mais qui vont être remarquées et qui vont manifester le fait que vous prenez en compte la gravité de la situation. Je prends un tout petit exemple. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon exemple, mais c'est un exemple qui m'a frappé la semaine dernière. On a parmi nos clients le groupe Casino qui contrôle Monoprix. Et Casino a pris une initiative très très tôt dans ses magasins. Ils ont installé des petites affichettes, mais ça date d'il y a déjà une quinzaine de jours. Ils ont installé des affichettes où ils expliquaient toutes les heures les tapis de caisse, les cadrans pour payer en carte bleue étaient nettoyés toutes les 3 heures. Bon, c'est une toute petite chose, mais si vous voulez, ça fait partie de ces marqueurs dont je vous parle. Il faut qu'on sente également que l'entreprise
a pris la mesure de ce qui se passait, prenait une multitude de petites initiatives qui d'abord va permettre à chacun de comprendre que la boîte prend sa part de tout le travail etc. Et puis, ça donne aussi, je dirais, un statut à l'entreprise extrêmement responsable. Et je trouve que des petites initiatives de ce genre, à supposer qu'elles soient duplicables dans chacune de vos activités, je trouve que ce sont des initiatives qui sont assez bienvenues. Et vous recommandez du coup le recours à une agence de relations publiques dans ce genre de situation? Moi, je vous redis, il ne faut pas faire de la com avec ça. Je pense qu'il faut être vraiment dans quelque chose d'extrêmement, mais surtout ne pas apparaître comme vouloir instrumentaliser la crise pour se faire bien voir. Je ne sais pas si c'est très clair, peut-être que ça peut apparaître comme contradictoire avec ce que j'ai dit, mais je pense que c'est un dosage extrêmement fin, mais il ne faut surtout pas donner l'impression d'être opportuniste dans une situation pareille et de se retrouver comme des profiteurs de guerre. Je pense que là, si vous voulez, c'est la faute psychologique, c'est la faute médiatique qui vous reviendra en boomerang. Donc, je pense qu'il y a toute une finesse à trouver entre des initiatives bienvenues qui vont manifester la prise en compte de la situation, qui vont montrer pas les choses à la légère, qui vont montrer que vous prenez soin, vous aussi, en tant qu'entreprise, de vos clients, mais sans vouloir en faire une opération publicitaire. Là, je pense qu'il faut être dans la subtilité absolue et dans le sans-couture. Mais prendre une agence, je veux dire, on peut se faire conseiller, évidemment, ça, bien sûr. Bon, ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais si vous voulez, il faut faire quand même très, très attention à tous les signaux qu'on envoie. Merci beaucoup pour cette question, pour cette réponse, très très claire. On a pas mal de questions plutôt de com interne vis-à-vis des équipes et des collaborateurs. Donc la première, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour récompenser les collaborateurs engagés 24 heures sur 24 lorsqu'on est en mode com de crise, justement? Je pense que sur l'enjeu de communication interne, il faut, je le disais tout à l'heure, avoir un contact régulier. Il faut reconnaître les engagements des uns des autres et dans ces calls ou dans ces vidéos que l'on peut organiser régulièrement. Il faut avoir une attention et retrouver des gestes presque d'affection, c'est-à-dire que sortez la liste des anniversaires qui viennent et pensez à fêter les anniversaires, à la limite envoyer un livre par la poste. C'est-à-dire, ayez des petites attentions qui recréent du contact physique à un moment où on perd ce contact-là. Les bonnes pratiques pour récompenser, c'est extrêmement difficile dans cette période. Ça dépend là encore si vous parlez de gens qui sont dans des entrepôts en train de travailler, parce que je vois qu'il y a une question dans ce domaine, ou si vous parlez de gens qui sont à distance. Mais préparez aussi la sortie, c'est-à-dire que préparez déjà dès maintenant la façon dont vous allez célébrer ces héros demain. Il y a, les gens qui font aujourd'hui leur travail fortement, comme d'habitude, avec un engagement plus fort, ils attendent un remerciement. Et le remerciement, il est d'abord dans l'attention managériale que vous aurez avec eux. Parfait, merci beaucoup. Et comment on garde justement cette cohésion d'équipe quand on est tous en remote et aux quatre coins de la France? La vidéo. Hein. On le sait, on le pratique. Ça permet de garder un contact, ça permet d'humaniser le contact beaucoup plus que la téléconférence téléphonique. Et faites-le régulièrement. Nous, ce qu'on a organisé, par exemple, avec nos propres équipes, c'est que nous, on les voit tous les soirs. Et 2 fois par semaine, nos vidéos du soir, on a des invités extérieurs, qui est aussi une façon de nous sortir de nos rythmes et d'aller chercher qui un professeur de médecine, qui un patron de médias, qui un chercheur, qui un patron d'institut de sondage. C'est lié à nos métiers. Mais installer ces rythmes où vous faites travailler les gens tous les jours et vous leur donnez un des points essentiels hein, pour ne pas sombrer, c'est de garder un plan de charge important.
pour ça qu'il faut faire travailler très vite. Vous allez trouver des gens qui vont être hyperactifs et d'autres qui seront sous activité. Le job que vous avez, c'est de leur donner du boulot. Et ce boulot, vous pouvez aller chercher dans ce qui est à préparer pour demain. Et garder un rythme d'activité est essentiel. Et en même temps, installer des moments de respiration, des moments de réflexion, comme des webinars, comme des invitations de speakers, qui vont être l'occasion de vous amener de débattre autre chose. Moi, je trouve que globalement, si vous voulez, dans ces situations-là, l'ambiance dans les boîtes, elle change quand même énormément. Il y a quand même le sentiment, si vous voulez, qu'on est sur le même bateau et que finalement, si vous voulez, les relations qu'on pouvait avoir dans une vie normale n'ont plus vraiment cours. Il s'installe quand même une certaine solidarité entre les uns et les autres. Alors, tout ça, c'est des généralités parce que, bon, évidemment, ce ne sont que des cas d'espèce, mais moi, je sens ça. Je sens que ça change quand même véritablement les relations entre les entreprises parce que d'abord, chacun prend soin les uns des autres. Chacun prend des nouvelles des uns des autres pour essayer de savoir si ça va, si ça ne va pas, si dans leur entourage, ils ont été affectés, etc. Donc déjà, ça fait partie des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Je trouve que les petits signes d'attention dont parlait Patrick sont également extrêmement bienvenus. Savoir, sans démagogie, avec simplicité, appeler un collaborateur pour savoir si ça va, s'il a du boulot, si tout va bien, etc. Je pense que si c'est bien fait et si ce n'est pas fait avec condescendance, je pense que ça peut être extrêmement utile. Et je pense que globalement, il sort de tout ça le sentiment que dans une collectivité qui est une entreprise, chacun finit par prendre soin les uns des autres. Et je trouve que ça change quand même la façon de se comporter, d'autant que, encore une fois, la crise, elle est absolument majeure et que les conséquences tant sanitaires qu'économiques sont totalement imprévisibles. Et que tout ça, ça donne finalement à un corps social, à une entreprise, une certaine solidarité parce que finalement, la tempête, on l'affronte tous ensemble. Et je crois qu'au quotidien, grâce à des gestes bienvenus, et tout est finalement dans la sincérité, dans la posture et dans le non-calcul, avec des gestes bienvenus, on peut arriver à ressouder véritablement un collectif, surtout si en plus on fait ce que disait Patrick tout à l'heure, instaurer de véritables rites qui permettent finalement de garder tout le monde dans le rythme. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de continuer à communiquer sur ces produits et de manière classique? Moi, je dirais que oui, en général, mais en particulier. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut bien voir que les rédactions aujourd'hui sont organisées, si vous voulez, en situation d'hypercrise. C'est-à-dire que les journaux, les radios, les télévisions, les chaînes d'information continue sont obligés de continuer à travailler alors que les risques sont majeurs. À l'intérieur, si vous voulez, vous avez des équipes qui sont réduites à la portion congrue, avec des équipes tournantes, avec des précautions énormes, des masques, etc. Regardez par exemple sur BFM TV ou sur CNews, on est passé de 2 présentateurs permanents à 1 présentateur permanent. Chaque présentateur fait une tranche beaucoup plus longue. Ils sont également, si vous voulez, en situation de crise. Et donc, on ne peut les solliciter, les appeler, les intéresser sur une information qui concerne une entreprise que si elle est véritablement, si vous voulez, pertinente dans la période que l'on traverse. Aller appeler une rédaction économique qui est en situation hyper réduite pour lui vendre quelque chose qui n'a rien à voir, je trouve que c'est une faute psychologique. Par contre, la question concerne aussi, je pense, vis-à-vis des clients. Vis-à-vis des clients, garder un track qui est de dire je continue à faire mon boulot. Il y a des turbulences, mais j'ai des équipes qui sont toujours là, qui font le travail. Oui, continuez là-dessus. Oui, ce qui peut les intéresser, les médias, si vous voulez, c'est tout ce qui tourne autour de la crise. Parce que finalement, quand vous devez sortir un JT ou un journal, tous ces sujets-là, évidemment qu'il y a les choses les plus essentielles, donc les bilans, la situation dans les hôpitaux, etc. Mais il arrive un moment où on a besoin d'illustrations
de ce qui se passe, et notamment d'illustration de la façon dont on travaille, de l'organisation du télétravail, du chômage technique, du chômage partiel, etc., etc. Et là, les entreprises, et là, les médias peuvent avoir besoin d'exemples vécus, et c'est là où éventuellement une entreprise peut se faire connaître. Mais je pense qu'il faut y aller doucement, et il faut essayer plutôt de privilégier les contacts de journalistes que vous connaissez déjà, pour leur dire, bah tiens, si ça t'intéresse, nous, on est organisé comme ci et comme ça, c'est peut-être assez original, est-ce que toi, ça peut t'intéresser ou pas? Mais là, dans ce sens-là, oui, il peut y avoir de l'intérêt. Très bien. Et du coup, ça engage sur la question suivante. Donc, à partir de quel moment les médias peuvent prendre des infos non liées au virus? Je pense que ça dépendra énormément des sujets. Pour vous dire les choses, aujourd'hui, par exemple, la mort d'Uderzo, c'est un sujet. Donc, évidemment que demain, il y en aura. Parce que c'est une information écrasante. Ça fait partie des icônes françaises. Donc, évidemment que là, les journaux, quels qu'ils soient, prendront de la place pour en parler. Lorsque l'information est plus mineure et secondaire, je pense qu'il faut attendre un peu. Alors, on va revenir sur de la communication un peu plus. Attendez, il faut attendre un peu, sauf si l'information que vous avez à médiatiser a un lien avec la crise que nous vivons. Ça, dans ce cas-là, oui, c'est pertinent. Oui, c'est pertinent. Mais si c'est pour dire, tiens, on a décroché tel contrat avec l'Amérique latine, je pense que ce n'est pas le moment. Et du coup, dans le cas des structures qui explosent là, dans ce contexte où tout ce qui est télémédecine, cours en ligne, comment ne pas tomber dans cet opportunisme et tirer son épingle du jeu en communiquant juste? Moi, je pense que si vous voulez, d'abord, tout est dans la façon d'écrire son communiqué ou de s'adresser à un journaliste, mais de leur suggérer le fait que depuis la crise, voilà comment on s'est organisé et ça répond à une vraie utilité sociale pour ceux qui utilisent mon service. Ça, présenté comme ça, je pense que c'est vendable si véritablement on n'oublie jamais l'utilité sociale que l'on a en prenant telle ou telle initiative, en s'organisant d'une façon différente ou en proposant un nouveau service. Et également, je pense que tout est dans la façon de le vendre, si vous voulez. Et donc, pour le vendre, il y a évidemment relever les défis, montrer les défis auxquels vous êtes confrontés. Ça vaut de la même façon pour la question que j'ai vue sur la partie problème de logistique. Tous, nous sommes capables de comprendre les problèmes de logistique. Et donc, le dire de façon simple, c'est aussi à la fois une façon d'exposer à vos clients les sujets auxquels vous êtes confrontés, et donc parfois des délais plus longs, mais en même temps, de dire que vous êtes très sollicité, et donc c'est une façon de parler de vous et de vos produits. Ah, on a perdu Patrick. Allô, allô? Non, il est toujours là. Très bien. Et du coup, est-ce que c'est une bonne idée de continuer à proposer des contenus, donc comme on est en train de le faire, des office hours, des webinaires, des articles et autres podcasts sur les problématiques commerciales et stratégiques en temps de crise? Est-ce que c'est considéré comme profiter de la situation également? Moi, je pense que il faut, parce que c'est là-dessus, proposer des contenus de cette nature-là, c'est avant tout continuer à réfléchir. Et je pense que l'élément clé, c'est la capacité créative que nous aurons dans ces moments-là. Et cette capacité créative, elle va distinguer les acteurs en sortie de crise. Et donc, vous allez vous nourrir en créativité par votre capacité à retrouver des chances, à aller prendre des idées, à les rebondir. Et donc, l'enjeu majeur de la séquence du moment, c'est vraiment innover et rentrer. Ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais en sortie, les acteurs se distingueront par leur capacité à avoir muté dans leur modèle, à avoir inventé un nouveau paradigme. Et notre défi et notre responsabilité, c'est de préparer ça. Moi, je dirais, si vous voulez, je veux compléter ce que dit Patrick, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en termes de com, il y a 2 phases qu'il faut bien respecter.
Là, actuellement, si vous voulez, on est dans la guerre. Donc, on doit avoir une communication qui est en ligne avec cette situation psychologique de ceux qui consomment les médias. Donc, ce qui va les intéresser, c'est les conséquences sur les entreprises, l'organisation des entreprises, les initiatives des entreprises, etc., etc. Donc là, c'est le moment, si vous voulez, de parler de ce genre de sujet. Bon. Lorsque le début de la fin de la crise sera en vue, et on n'y est pas encore, mais lorsque le début de la crise sera en vue, là, ça sera l'occasion peut-être de proposer des sujets sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur ce changement de paradigme. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas le faire tout de suite. Commencer à dire, si vous voulez, comment on va reconstruire alors qu'on est en pleine guerre, je pense que ce n'est pas le moment. Mais il y a un temps, si vous voulez, pour l'accompagnement de la crise, l'accompagnement de l'angoisse. Il faut quand même, si vous voulez, de l'état psychologique des Français, de l'état psychologique de ceux qui lisent ou qui ne lisent plus les médias parce qu'ils ont peur ils ont peur et ils craignent cette situation très anxiogène. Donc, à partir du moment où vous avez cet état psychologique de l'opinion, il faut en tenir compte et proposer des sujets qui peuvent les intéresser dans cet état psychologique dans lequel ils se trouvent. Et puis, lorsqu'on abordera le début de l'après-crise et lorsque on entrevoira la fin de la crise, là, effectivement, ça peut être extrêmement intéressant pour des entreprises de faire partager leurs réflexions, leurs initiatives, leurs projets, parce qu'évidemment en tout cas, l'impression qu'on a tous ici, et je pense que vous partagez tous le même point de vue, la crise marque véritablement un avant et un après. On ne travaillera plus après comme on travaillait avant. Hyper clair. Merci beaucoup. Alors, on a une nouvelle question. Toujours comme interne, donc en binôme dans une start-up, comment faire entendre à son patron toutes ses bonnes pratiques alors qu'il ne se focalise que son propre business. Il n'entend pas que je ne puisse pas obtenir de nouveaux contrats. Je ne vois pas la question et tu l'as lu un peu rapidement. Pardon. Elle est dans la partie chat. Dans la partie chat, attends, je vais la prendre. C'est le rôle de la communication, c'est toujours de la stratégie, tout le temps. C'est un élément majeur. Donc, vous devez avoir avec votre binôme, avec votre patron, un débat sur la stratégie. C'est ce qu'on a cherché à vous partager en introduction comme insight, c'est que c'est ce débat sur la bonne stratégie concernant votre startup qui vous aidera à avoir les bonnes actions et les bonnes positions, et donc les bonnes communications, qu'elles soient vers vos clients, vos partenaires, vos actionnaires ou vos salariés. Donc, prenez le temps de faire cela. Et c'est justement un des éléments. Aujourd'hui, quand tout le monde est remote, on retrouve du temps. Forcément. Même quand on a une activité opérationnelle parce qu'on a des livraisons à faire, on retrouve du temps. Et donc, forcez-vous à se trouver du temps de réflexion sur vos enjeux, votre management de crise, avec toujours l'ambition de sortir plus fort. Une guerre, hein, c'est au fond très darwinien, hein, donc il y aura une sorte de sélection naturelle des entreprises, les plus fortes s'en sortiront mieux. Et les plus fortes, c'est celles qui poseront leur stratégie de façon plus forte que les autres. Tu veux peut-être compléter, Jean-Michel? Non, je vois bien. Mais, de toute façon, les cas de figure sont tous très différents parce que, évidemment, que lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, il peut aussi y avoir la tentation d'un certain déni parce qu'on a face à soi les échéances, on a le développement prévu, etc., etc. Donc, je vois bien donc dans cette question la personne qui la pose être un petit peu désarçonnée face à un patron qui a peut-être une attitude de déni. Bon, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, si vous voulez. Chacun réagit
comme il peut. Et c'est vrai que parfois, si vous voulez, l'angoisse sur l'avenir de la boîte peut inciter à avoir des réactions un petit peu à côté. Mais bon, je comprends aussi, parce que c'est une période qui est tellement difficile, que ce travail de lucidité n'est pas toujours facile à faire. Justement, comment appliquer tous ces conseils dans une période très difficile sur une stratégie plus long-termiste, justement, puisque la crise tend à être très très longue. Comment on s'adapte? En travaillant à la sortie de crise, tout le temps. Même si ce travail il est masqué, c'est cette préparation du monde d'après qui construit de la confiance. Et c'est en préparant un monde d'après, c'est implicitement dire qu'il y aura un monde d'après, qu'on sera encore là dans ce monde d'après. Et préparer ce monde d'après veut dire trouver de nouvelles idées, rechallenger des choses, refaire du boulot collectif. Et donc c'est cette partie-là qui aide à tenir le moral des employés, parce qu'on anticipe le fait qu'on va survivre, et notre détermination, et c'est là où le rôle du patron est majeur, hein, la détermination du patron ou du team exécutif à la tête de la start-up ou de la boîte, elle fait la volonté de réussite, et elle doit embarquer les troupes. Donc là, remonter le moral, il n'y a pas de méthode pour remonter un moral des gens en disant ça ira mieux demain. Il y a ce retrousser les manches, c'est se dire préparons demain. Alors moi, j'ajouterais là-dessus, bon, c'est toujours difficile de donner des conseils parce que c'est quand même super dur, hein, bon, mais tout est au fond dans la gestion du temps. C'est-à-dire que, comme on l'a un peu dit tout à l'heure avec Patrick, c'est vrai que pour le coup, avec des situations de ce genre, bah, le temps disponible revient. Et je pense que dans toute la crise qu'on va avoir à vivre, il faut savoir phaser un petit peu les choses. Bon, lorsque la crise arrive, évidemment, tout le monde part au plus pressé. Tout le monde essaye d'une façon un peu pérenne pour que l'activité pâtisse le moins possible de ce qui se passe. Et puis, il va arriver un moment, si vous voulez, où il sera temps de réfléchir un petit peu aux conséquences de tout ça et à ce qui se passera lorsque la crise sera derrière nous. Mais c'est vrai que la gestion du temps là est très importante, parce qu'on va sans doute avoir, je ne sais pas, mais 1 mois et demi, 2 mois de confinement. Ça va être extrêmement long, extrêmement difficile. Et je pense que sur la réflexion de l'après, il faut commencer évidemment à y réfléchir dans un coin de sa tête, mais ça n'est pas pour l'instant la question du moment. La question du moment, elle est vraiment sur comment on s'adapte à la situation nouvelle. Et puis, il y aura bien un temps, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, où on pourra approfondir sa réflexion sur la suite. Hyper clair, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si je reprends vos conseils, donc la meilleure manière de communiquer, c'est de ne pas communiquer justement, ou de le faire très subtilement, de prendre le temps de la réflexion avec beaucoup de contacts et d'attention qui sont envers ses clients comme ses collaborateurs, beaucoup de transparence, et sortiront du lot ceux qui sauront être créatifs, innovants, tout en préparant l'après. Est-ce que j'ai bien résumé tous vos conseils? Parfaitement. Oui, parfaitement. Oui. Tu veux le mot de la fin? Merci, c'est le mot de la fin. Non, on vous souhaite à tous bon courage, parce que c'est dur pour tout le monde. En tout cas, merci à vous. Donc, cet Office Hour sur la communication de crise prend fin. Vous retrouverez le replay et toutes les ressources pour les prochains Office Hours dans notre Startup Rescue Kit. Je vais vous le mettre dans le chat, et je vous souhaite une excellente journée. Ok, et puis merci pour vos merci qu'on découvre comme ça sur le chat. Merci.